Mon père a exigé que mon nouvel appartement puisse accueillir toute la famille de ma sœur. Au lieu de cela, j'ai pris un appartement de 2 chambres. Il a crié, « Où dormons-nous » J'ai répondu, « Vous ne dormez pas. » La clé a tourné dans la serrure avec un déclic net. Je suis entré et j'ai senti le silence respirer autour de moi. Des murs nus, des parquets éraflés et la lumière du soleil s'étirant longuement dans le couloir. Ça sentait légèrement la poussière et le nettoyant au pain. Ni le luxe, ni la permanence. Mais c'était à moi. J'avais signé le bail il y a 3 jours, payé la caution en totalité et transporté tout ce que je possédais en 2 chargements de voiture, un futon, une petite table à manger, 4 assiettes dépareillées et une lampe de seconde main à l'abat-jour tordue. Personne ne m'a aidé à déménager. Je n'avais pas demandé. Je posais une boîte d'ustensiles quand j'ai entendu les moteurs. 2 véhicules se sont arrêtés. D'abord, le SUV noir de mon père. Puis, le monospace de Camille, légèrement affaissé sous le poids des sièges auto et des sacs en plastique. Les portières se sont ouvertes comme une menace qui se déploie. Mon père en premier, les bras croisés, Camille derrière lui, maîtrisant ses jumeaux, et Jérôme sortant en dernier avec un sac allongé. Personne n'avait envoyé de texto. Personne n'avait appelé, mais ils étaient là, sur mon trottoir, comme s'il s'agissait d'une livraison planifiée. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, mon père n'a pas dit bonjour. Il a regardé derrière moi, au-delà de moi, dans l'appartement, comme s'il évaluait une suite d'hôtels. Son front s'est plissé. Où est-ce qu'on est censé dormir ? Camille planait derrière lui, se mordant la lèvre. Un des enfants a demandé s'il y avait un lit superposé. J'ai gardé la main sur la poignée. Vous ne dormez pas ici. Il a plissé les yeux. Quoi ? Vous ne dormez pas ici, ai-je dit clairement. Cet endroit n'est pas pour vous. L'expression de mon père n'a pas changé. Elle s'est durcie. Tu veux dire qu'on est venu jusqu'ici pour rien? Je ne vous ai pas demandé de venir. Camille s'est avancée, la voix cassante. Les enfants étaient si excités, Chloé. Ils avaient choisi des endroits pour leur sac de couchage. Je comprends, ai-je dit. Mais c'est mon appartement. Ce n'est pas un espace familial. Ça ne l'a jamais été. Il y a eu une pause, longue, lourde, le genre qui me faisait reculer autrefois. Mais pas cette fois. Je me tenais dans l'embrasure de cette porte, les pieds bien plantés. Et puis, sans élever la voix, j'ai ajouté, vous n'habitez pas ici. Vous ne dormez pas ici. Vous ne décidez pas cette fois. J'ai fermé la porte, non pas avec force, mais avec finalité. Derrière elle, pour la première fois depuis des années, j'ai expiré sans culpabilité. Je pensais autrefois qu'il était normal de ranger ses affaires chaque fois que des invités venaient. Dans notre ancienne maison à Lille, ma chambre servait de chambre d'amis, de débarras, ou, certains week-ends, de pièce calme pour la sieste des bébés de Camille. J'ai appris très tôt à me faire petite, à enrouler mon matelas et à le glisser derrière l'étagère de la buanderie sans faire de bruit. J'ai dormi sur le tapis du salon plus de fois que je ne peux compter. Mon père disait que ça forgeait le caractère. Ma mère disait que j'étais la plus arrangeante. On n'a jamais demandé à Camille de déménager. Elle avait 3 ans de moins, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont nos parents gravitaient autour d'elle. Chaque besoin était urgent. Chaque échec était une crise. Si elle pleurait, toute la maison se taisait. Si je réussissais, la maison continuait sa vie. Je me souviens d'une fois, en 5e, j'ai remporté la 2e place au concours scientifique régional. Je suis rentré à la maison avec un diplôme et une carte cadeau de 75 € pour une librairie. Mon père a à peine levé les yeux de son match de foot. Camille avait mal à la gorge ce jour-là et l'ambiance à la maison était délicate. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu ma mère chuchoter, « Camille est juste plus sensible. Chloé n'a pas besoin de tout ce tralala. » Alors j'ai arrêté d'attendre le tralala. J'ai appris à célébrer seul, tranquillement au dernier rang, avec une sorte de dignité que personne d'autre ne semblait reconnaître. J'ai travaillé pendant tout le lycée, à la caisse d'un supermarché après les cours, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais économiser pour mes études. J'ai ouvert un compte séparé à la caisse d'épargne et je l'ai intitulé au fond pour l'école Camondo. Chaque fois que je sautais un café ou que je prenais un service supplémentaire,
j'imaginais mon avenir dans une ville où personne ne me demanderait de céder mon lit. Quand la lettre d'admission est arrivée, je la tenais entre des mains tremblantes. Architecture d'intérieur, admission complète. Je l'ai dit à maman qui remuait quelque chose sur le feu et elle a dit « Oh, c'est mignon. » Mais Camille traverse une période difficile en ce moment. Peux-tu l'aider à trouver une crèche ce week-end? J'ai hoché la tête. Bien sûr. 2 mois avant mon déménagement, j'ai appelé la banque pour confirmer le solde de mon compte. La femme au bout du fil s'est raclé la gorge maladroitement et a dit « Il a été retiré la semaine dernière. » En totalité. Signé par une cotitulaire du compte, Martine Allard. Le souffle m'a manqué. Quand j'ai demandé à ma mère, elle a semblé agacée. Le bail de Camille est tombé à l'eau. Elle et le bébé n'avaient nulle part où aller. Tu vas toujours à l'école, n'est-ce pas? J'y allais. Mais j'ai contracté un prêt étudiant avec intérêt cette même semaine et je n'en ai plus jamais parlé. À leurs yeux, j'avais un avenir. Camille avait des urgences, et j'étais le pont entre les deux. Toujours pliant, toujours donnant, jusqu'au jour où je ne l'ai plus fait. Les études ne m'ont pas brisé, mais elles ont essayé. J'ai appris à faire durer un paquet de nouilles instantanées pour 2 repas, parfois 3 si je sautais le sachet d'épices et ajoutais du piment du resto U. Je travaillais le matin à la bibliothèque universitaire, tamponnant les dates de retour et réparant les dos cassés des livres donnés. Le soir, je préparais des compositions florales chez un fleuriste à 2 lignes de bus de là. Au moment où je me glissais dans mon lit, ce n'était pas le sommeil que je désirais. C'était l'immobilité, le genre où personne ne me demandait rien. Mon professeur disait que j'étais précise, disciplinée, une naturelle. Je disais merci et je souriais, puis je faisais des tableurs jusqu'à minuit en essayant d'étirer 30 € sur 5 jours. Camille, pendant ce temps, était de retour à Lille, postant des photos de l'ATAR et des étapes importantes de son bébé. Elle a abandonné ses études d'infirmière au milieu de sa 2e année. Trop de stress, a-t-elle dit, mais elle a quand même réussi à décrocher un poste administratif à temps partiel dans une clinique grâce à un ancien contact de papa. Pour son 24e anniversaire, mes parents l'ont surprise avec une Peugeot 208 d'occasion. Il est temps qu'elle ait un peu d'indépendance, a dit maman. J'ai eu la nouvelle par SMS de groupe. La même semaine, j'ai marché 6 km sous la pluie pour éviter un autre découvert sur ma carte de transport. Je ne me suis pas plainte, pas à voix haute. Je me suis dit que c'était bien, temporaire, que ça forgeait le caractère. Mais ensuite est venu le message qui a fait sauter quelque chose. Je venais de soumettre mon projet final pour le cours de design 3. Il était 2 heures du matin et j'étais assise sur l'escalier de secours de mon immeuble, me remettant d'une crise d'angoisse que je n'avais pas encore nommée. Mon téléphone a vibré. Maman, on a couvert la crèche de Camille ce mois-ci. On a utilisé ce compte d'épargne que tu ne touches jamais. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Il n'y avait pas de question, pas d'avertissement, juste une supposition. Mon fonds d'urgence, constitué de coupes de cheveux annulées, de déjeuners sautés et de sorties manquées, disparut. Juste comme ça. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vision se brouille. Pas de larmes. Juste une pression lente et suffocante sur ma poitrine, comme un poids que je n'avais pas le droit de reconnaître. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Au lieu de cela, je me suis recroquevillé sur l'escalier, les genoux ramenés contre ma poitrine, et j'ai laissé le calme m'avaler. Il ne me détestait pas. C'était la partie la plus difficile. Il m'aimait, je pense, de la manière dont les gens aiment les outils. Utiles, durables, conçus pour porter du poids. Et je l'avais porté. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était noble, que j'étais la forte. Que peut-être l'amour était différent quand il était silencieux, quand il ne venait pas avec des louanges ou de la protection. Mais dans cet escalier, sous la lumière bourdonnante du couloir, je me suis enfin permis de me demander, et si ce n'était jamais de l'amour du tout? Cette nuit-là, j'ai commencé à chercher des stages dans d'autres villes. J'ai visité 23 appartements avant de dire oui. Certains étaient trop sombres, trop froids, trop moquettés. D'autres avaient des placards qui s'écaillaient ou des propriétaires qui souriaient trop vite. Mais ensuite, je suis entré dans le 2 pièces de la rue Garibaldi à Lyon, un appartement au 2e étage sans ascenseur avec la lumière du soleil qui s'accumulait sur le sol comme si elle m'avait attendu. Il sentait légèrement les agrumes et la vieille peinture. Les fenêtres s'ouvraient facilement.
Il y avait un radiateur qui cliquetait en chauffant et une latte de parquet qui grinçait juste après l'arche de la cuisine. Ce n'était pas magnifique, mais ça semblait honnête. Je n'avais pas besoin d'une maison de rêve. J'avais besoin de suffisamment d'espace pour expirer. Le bail était simple. J'ai lu chaque ligne 2 fois, j'ai signé à l'encre bleue et j'ai transféré la caution depuis mon tableur de fond pour la maison d'une main ferme. Quand les clés sont tombées dans ma paume, j'ai eu l'impression qu'on me donnait une permission. J'ai emménagé lentement. Pas de camion, pas d'aide. Juste une valise à roulettes et 2 bacs en plastique empruntés. J'ai d'abord apporté mes livres, puis mes plantes, puis une chaise pliante. J'ai tout placé avec intention, même le silence. Pendant 2 semaines, je n'ai rien dit à personne. Je marchais pour aller au travail, je préparais du café le matin, je regardais la lumière changer sur les murs le soir. Je ne me cachais pas. Il ne m'était simplement pas venu à l'esprit que je devais m'expliquer. Puis un samedi, j'ai envoyé un SMS au groupe de discussion familiale. Samedi à 15 h, venez voir mon appartement. La réponse a été immédiate. Camille, on apporte un matelas gonflable où il y a assez de lits. Maman, quelle bonne nouvelle. On déjeunera en chemin. Les enfants sont ravis. Papa, envoie les papiers du bail. Je veux y jeter un œil avant qu'on aille plus loin. J'ai fixé l'écran. Je n'avais pas dit nous. Je n'avais rien offert de plus qu'un aperçu, mais leurs suppositions se sont glissées facilement, comme une main dans un vieux gant. Bien sûr, j'avais fait de la place pour eux. Bien sûr, ils avaient déjà fait leur valise. J'ai fermé mon téléphone et je l'ai posé à l'envers sur le comptoir. Ce soir-là, j'ai ouvert toutes les fenêtres et j'ai laissé les rentrer jusqu'à ce que tout l'appartement sente le romarin et quelque chose de vif, de propre. Je me suis tenu au centre de la pièce, pieds nus, écoutant les murs respirer. Si je n'avais rien dit, ils seraient peut-être restés à l'écart. Si j'en avais dit plus, ils auraient peut-être demandé la permission. Mais le silence, j'apprenais, ne vous protège pas. Parfois, il donne simplement aux autres plus de place pour supposer que vous ne direz jamais non. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assise dans ma chaise pliante et j'ai attendu le coup à la porte que je savais déjà imminent. Ils sont arrivés à 14h04, juste assez tard pour que ça paraisse intentionnel. Papa est entré le premier sans frapper, passant devant moi comme s'il inspectait une propriété qu'il avait déjà achetée. Camille a suivi, jonglant avec un sac à langer et un cabas rempli de livres de coloriage. Jérôme est resté dehors et les enfants se sont déversés comme si c'était leur nouveau terrain de jeu, sautant d'un coin du salon à l'autre, criant pour savoir qui aurait le côté fenêtre. Je n'ai rien dit. Je suis juste allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai attendu. Camille a posé un dossier sur la table. On voulait te montrer ça en personne, a-t-elle dit. Sa voix était légère, entraînée. Ça aura plus de sens une fois que tu l'auras vu. Papa a ouvert le dossier en tapotant dessus avec sa jointure, comme si c'était une main de poker qu'il savait gagnante. À l'intérieur, des documents de prêt immobilier, des annonces, une impression couleur d'une grande maison avec une véranda et 5 chambres. L'une des pages avait des notes griffonnées dessus. Camille et Jérôme suite parentale. Enfant à l'étage. Chloé bureau chambre d'amis. C'est celle-là, a dit papa. Le domaine du parc, nouveau lotissement, à quelques minutes du travail de Camille et dans un super secteur scolaire. Je n'ai pas donné mon accord pour ça, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, le regard vif. Tu n'as pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus. Camille s'est penchée. On a déjà versé 2000 € pour la réserver, via le compte de maman. La banque a juste besoin d'un emprunteur principal. Ton dossier est le plus solide. Je l'ai fixé. Donc, vous avez planifié un prêt immobilier familial en utilisant mon nom? Je contribuerai ce que je peux, a-t-elle offert trop rapidement. Peut-être 3 cents, 4 cents par mois. Une fois que Jérôme aura plus de garde. Papa a croisé les bras. Tu vis seul. Pas de personne à charge. C'est une chance de construire quelque chose ensemble. Je n'ai pas élevé la voix. Je construis quelque chose seul. Il a frappé la table de sa main. Où est-ce qu'on est censé dormir? Alors je me suis levé. Vous ne dormez pas. Pas ici. La pièce s'est immobilisée. Même les enfants se sont tus.
J'ai rassemblé le dossier, je l'ai refermé et je l'ai replacé devant eux. Si vous voulez la maison, achetez-la vous-même. Mais pas avec mon nom. Le visage de Camille s'est décomposé. Papa est devenu rouge. Jérôme est finalement entré, mais n'a rien dit. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. Au lieu de cela, je suis allé à la porte, je l'ai ouverte et j'ai attendu. Un par un, ils sont sortis. Personne n'a dit au revoir. Le premier message est arrivé à 1h13 du matin. Camille, tu n'étais pas obligée de nous humilier comme ça. Les enfants n'ont pas compris. Je n'ai pas répondu. Le matin, un autre a suivi. Papa, tu ne fais plus partie de la famille. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras ce que tu as fait. Celui-là m'a fait marquer une pause, non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il ne le faisait pas. J'ai regardé les mots pendant longtemps, attendant la douleur familière, la panique. Rien n'est venu. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone s'est allumé avec un appel de maman. J'ai laissé sonner la première fois. Elle a réessayé 10 minutes plus tard, puis encore. À la 4e, j'ai répondu. Sa voix tremblait, comme toujours quand elle était juste assez contrariée pour paraître fragile, mais pas assez pour être gentille. Chloé, ta sœur est anéantie. La tension de ton père est montée. Sais-tu ce que cela fait à notre famille? J'étais assise par terre à côté de ma bibliothèque, sa voix métallique dans mon oreille. Tu nous déchires pour quelques morceaux de papier. Tu aurais pu simplement signer et régler le reste plus tard. On s'arrange toujours. Pas cette fois, ai-je dit. Ma voix était stable. Calme. Elle a reniflé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais si attentionné avant. Je suis toujours attentionné, ai-je dit. Juste pas envers les gens qui ne pensent à moi que quand ils ont besoin de quelque chose. Elle est restée silencieuse. Puis la ligne a coupé. J'ai posé le téléphone face contre terre, je me suis levé et je suis allé au magasin de bricolage. 40 € plus tard, je suis revenu avec un nouveau verrou et je l'ai installé moi-même. Ce soir-là, j'ai commandé un plat thaï à emporter, curry jaune et riz au jasmin, et je l'ai mangé assise en tailleur sur le sol de mon salon. Je n'ai pas fait défiler les réseaux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé les lampadaires s'allumer dehors et j'ai senti le poids dans ma poitrine se déplacer. Pas disparaître, juste se réorganiser en quelque chose de gérable, de familier. Je n'étais pas soulagé. Je n'étais pas vengé. Mais pour la première fois après une de leurs tempêtes, je ne m'effondrais pas. J'étais intact. Et je n'allais nulle part. Cela faisait près de 4 mois que le dossier avait atterri sur ma table et qu'ils étaient partis sans se retourner. Je n'avais bloqué personne. J'avais juste cessé de tendre la main. Puis un soir, alors que la lumière déclinait derrière le rebord de la fenêtre, mon téléphone a vibré. Camille, je comprends maintenant. Je suis désolé. Pas de préambule, pas de questions, juste ça. Une seconde plus tard, un autre message est arrivé. Une photo de Léo et Léa assis en tailleur sur une couverture, des couronnes en papier sur la tête, le bébé endormi sur les genoux de Camille. La pièce autour d'eux était exiguë et sombre, mais il y avait une chaleur en elle. Des murs nus, des tasses dépareillées, une seule ampoule projetant une lumière douce. Réel, non mis en scène. On est en location pour l'instant, a-t-elle écrit. C'est petit mais paisible. J'ai fixé la photo plus longtemps que prévu, non pas à cause des enfants, mais à cause d'elle. Il y avait quelque chose sur son visage, de l'épuisement, oui, mais aussi une sorte de clarté, comme si elle avait cessé de jouer un rôle. 2 jours plus tard, elle était à ma porte avec un sac à dos, un siège auto et un sourire discret. Elle n'a pas apporté des excuses emballées dans un ruban. Elle ne s'attendait pas à une visite guidée. Elle a juste demandé si on pouvait s'asseoir. Nous avons parlé sur le balcon pendant que les enfants chassaient les ombres dans la cour. Rien de profond, juste à quel point il est difficile de faire les courses avec la hausse des prix, à quel point les listes d'attente pour les crèches sont une blague. Elle m'a dit qu'elle faisait du secrétariat à distance maintenant. J'ai hoché la tête, lui ai tendu un verre d'eau. Elle n'a pas rempli le silence, et je ne l'ai pas forcé. Nous n'étions plus des rivales. Juste 2 femmes qui avaient porté trop de choses pendant trop longtemps.
Elle ne m'a pas demandé d'oublier quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin qu'elle saigne. Quand Madame Dubois du dessous a apporté une boîte de biscuits ce soir-là, elle me l'a tendue, a jeté un coup d'œil à Camille à travers la porte-fenêtre et a dit « Vous avez l'air plus légère avec eux ici ». Après le dîner, les enfants se sont endormis dans un tas de couvertures dans un coin du salon. Camille s'est assise à côté de moi avec une tasse de thé. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le lendemain matin, ils étaient toujours là. J'ai repeint le salon d'un gris doux, le genre qui change avec la lumière. Je l'ai fait slowly, sur un week-end, un mur à la fois, un podcast bourdonnant en arrière-plan. Quand ça a séché, j'ai reculé et j'ai senti quelque chose s'installer, un calme qui n'avait pas besoin d'être mérité. La menthe sur le rebord de la fenêtre avait enfin pris. J'ai coupé quelques brins et je les ai mis dans un bocal près de l'évier. Chaque fois que je passais, l'odeur me rappelait que j'avais planté quelque chose et que ça n'était pas mort. Ma mère est passée une fois au début du printemps. Elle se tenait à la porte avec un cake marbré du supermarché et des yeux qui ne portaient ni feu ni gel. « Je ne suis pas là pour arranger les choses », a-t-elle dit. « J'ai juste pensé que tu me laisserais peut-être m'asseoir un moment. » Je l'ai fait. Elle a complimenté les rideaux, a demandé des nouvelles du travail. Elle n'a pas mentionné Camille, n'a pas parlé de la maison. Quand elle est partie, elle n'a pas dit « Tu devrais venir nous voir ». Elle a dit « J'essaie », et je l'ai cru. Une semaine plus tard, j'ai organisé un dîner sur le balcon. Camille a apporté du poulet et une bouteille de Schweppes agrumes. Les enfants ont dessiné des arcs-en-ciel à la craie sur le béton. Madame Dubois est arrivée avec des cornichons et ses commentaires habituels sur les travaux en ville. J'ai invité Julie, une collègue qui m'avait une fois ramené à la maison sous la pluie et ne m'avait jamais demandé pourquoi je pleurais sur le siège passager. Nous avons mangé dans des assiettes dépareillées. Quelqu'un a renversé du jus. Les rires ont fusé, pas bruyants, mais faciles. Quand le soleil s'est couché, j'ai distribué des plaids pliés. Je n'ai pas plané. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste laissé faire. Ce soir-là, alors que je rinçais la vaisselle et que j'entendais Léo rigoler depuis la pièce voisine, je me suis surprise à le dire à voix haute pour la première fois. Je suis contente qu'il soit là. Je suis contente qu'il soit à la maison. Et je le pensais. Pas parce qu'ils avaient besoin de moi. Pas parce que je faisais de la place, mais parce que je n'avais pas eu besoin de me rétrécir pour les laisser entrer.